Bonjour à tous et à tous et bienvenue à ce webinaire. Je suis Solène Ly, donc je suis experte en nutrition chez Compliment et aujourd'hui on a la chance d'être accompagnée par Véronique Lies qui est diététicienne nutritionniste et donc enseignante universitaire en nutrition micronutrition. Bonjour Véronique, comment allez-vous? Bonjour tout le monde, bonjour tout le monde, je vais bien, merci. Alors, merci vraiment d'être avec nous aujourd'hui pour nous partager votre expertise. La thématique du jour a particulièrement intéressé au vu du grand nombre de personnes qui ont pu s'inscrire et qui nous rejoignent actuellement sur cet événement. Donc aujourd'hui, on va pouvoir en découvrir un petit peu plus sur le syndrome des ovaires polykystiques et sur donc la relation bidirectionnelle qu'on va avoir entre les hormones et le métabolisme des patients. Concernant un petit peu le programme du jour, donc dans un premier temps, on va bien sûr parler du syndrome des ovaires polykystiques, voir dans un second temps les prises en charge possibles autant sur le plan nutritionnel que micronutritionnel. On abordera le lien avec le microbiote intestinal et enfin, on vous présentera donc des protocoles qui peuvent être recommandés à vos patients. 15 minutes à la fin pour répondre bien sûr à toutes vos questions. D'ailleurs, pour ceux qui ne connaissent pas le fonctionnement de Livestorm, les questions, vous pouvez les poser dans la rubrique questions que vous retrouverez en bas à droite donc de vos écrans. Vous pouvez également envoyer des messages dans le chat. On a Léa de chez Compliment qui sera ici pour faire modératrice sur l'événement, donc pour répondre à vos petites questions. Donc, on est ensemble pendant 1 heure. Si jamais on déborde un petit peu, pas d'inquiétude, on vous envoie de toute façon le replay et aussi donc la présentation, les slides juste après le webinaire. Donc, pas d'inquiétude si vous devez nous quitter un petit peu plus tôt. Sur ce, je vais laisser la parole à Véronique qui va pouvoir se présenter et commencer à nous présenter eh bien, son explication. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Véronique Lies, je suis de formation diététicienne nutritionniste. J'ai la chance d'enseigner en effet, notamment à l'Université de Grenoble, dans un DU en physionutrition. Je suis auteure de livres et je m'occupe de sportifs également. Et je donne des cours en ligne sur ma plateforme de formation. Donc ça, c'est pour un petit peu tout ce qui concerne mon activité. Donc, de formation, je l'ai dit, je suis diététicienne. Je me suis spécialisée par la suite en micronutrition, en nutrition du sport, en pédiatrie également. Et également tout ce qui est microbiote et hormones, c'est un petit peu mon dada. Donc, bienvenue à tout le monde. Et donc, durant cette présentation qui va durer, en ce qui me concerne, une bonne demi-heure, ce qui est un très bon format, parce que ça permet vraiment d'aller à l'essentiel. Et c'est vraiment mon but, c'est de comprendre évidemment la problématique, c'est ce qu'on va faire ensemble. Et puis, comprendre et voilà tout ce qu'on peut mettre en pratique chez nos patients. Donc l'objectif, c'est vraiment de montrer l'interconnexion entre les hormones, le métabolisme et en prenant ce fameux SOPK, donc syndrome des ovaires polykystiques, comme exemple. Et donc c'est un trouble qui est très fréquent chez la femme en âge de procréer. C'est d'ailleurs la première cause d'infertilité chez la femme, donc c'est vraiment un vrai problème de santé publique. C'est souvent associé à l'obésité. Parce que fatalement, il y a toute cette problématique, on va le voir, d'insulinorésistance qui est souvent liée à l'obésité. Et donc, ça diminue la fertilité. Alors, je dis première cause d'infertilité, certes, mais un des messages qu'il est quand même très important de faire passer, c'est que ça ne rend pas non plus infertile. Donc, il n'est pas impossible d'avoir des enfants, mais on va avoir une diminution de la fertilité. Donc, rôle central de l'insulinorésistance, c'est ce qu'on va voir ensemble, évidemment. Ça peut déjà se manifester dès l'adolescence. On voit qu'il y a vraiment des choses qui remontent en termes de facteurs de risque. On va voir ça ensemble. Ça touche 5 à 10%, et il y a des études qui tendent vraiment à montrer que c'est plutôt 10 que 5. Donc, apparemment, une femme sur 10 pourrait être concernée par cette problématique. Et donc, on l'a dit, c'est associé à l'insulinorésistance,
à l'obésité et bien sûr tout ce qui va avec au niveau métabolique, diabète de type 2 et puis d'autres problèmes comme hypertension et même cancer de l'endomètre et puis l'hyperandrogénie qui joue un rôle central aussi dans cette problématique. Alors au niveau des mécanismes d'action, il n'y a pas vraiment des mécanismes aujourd'hui très, très clairement précis mis en avant, pas en tout cas un seul. Ce que l'on sait, c'est que c'est clairement multifactoriel. Donc, il y a plusieurs hormones qui sont impliquées, notamment les androgènes et principalement la testostérone. Donc, on va parler d'hyperandrogénisme. Et puis, on a aussi l'hormone anti-mullérienne qui va jouer un rôle très important, donc la fameuse AMH. Alors, elle est importante dans la formation des organes sexuels chez le fœtus. Donc, c'est elle qui contribue à la différenciation entre garçons et filles. Donc, chez le garçon, elle va inhiber finalement la formation de tout ce qui est vagin, trompe, utérus, et elle va permettre la production de testostérone, alors que chez la fille, eh bien, les fameux canaux de Muller vont se transformer en organes sexuels féminins en l'absence de cette fameuse hormone AMH. Et chez la femme, donc par la suite, eh bien, elle va aussi jouer un rôle dans la follicugénèse. Donc vraiment, elle contribue à la réserve ovarienne. Et donc, on voit que dans le SOPK, eh bien, il y a un nombre augmenté, on le sait, de petits follicules avec une élévation de cette AMH. Et enfin, troisième hormone, la FSH. Et donc, on observe une forme d'inversion, on va dire, du rapport FSH-LH. Donc, normalement, la LH, elle est plutôt inférieure à la FSH au moment de l'ovulation et supérieure juste avant l'ovulation. Et chez les patientes atteintes de SOPK, on voit qu'il y a peu de variations durant le cycle. Donc, on a une LH qui est supérieure à la FSH et qui va rester supérieure. Et donc, ça va inverser finalement ce rapport FSH-LH. Donc, on a vraiment un déséquilibre au niveau de ces hormones. Et puis, bien entendu, on va avoir cette problématique d'adiposité viscérale qui est un facteur de risque d'insulinorésistance et qui va entraîner une augmentation, encore une fois, des androgènes, principalement testostérone et de la LH. Et donc, cette augmentation de la LH va induire donc une production d'androgènes et on va avoir une sécrétion inadaptée de FSH avec une baisse de conversion des androgènes en œstradiol et donc un arrêt de la croissance folliculaire. Et donc, dans l'obésité, on retrouve aussi un petit peu toute cette problématique d'hyperinsulinisme, mais aussi hyperlipidémie, hyperleptinémie également. Et tout ça va évidemment favoriser eh bien, des perturbations, des acides gras libres qui circulent et une certaine lipotoxicité qui va poser problème. Alors, il y a évidemment un rôle important dans les mécanismes de l'environnement, le mode de vie et l'alimentation. Ça va de soi, c'est pour ça qu'on est là et c'est pour en parler. Il y a un rôle central, on l'a dit, de l'obésité parce qu'elle est associée à de l'insulinorésistance, mais évidemment, on peut être obèse sans avoir une insulinorésistance et on peut souffrir d'insulinorésistance sans être obèse, hein, on est bien d'accord, mais il y a quand même une association dans tout ça. Et donc, dans cette obésité, je l'ai dit, on retrouve de l'hyperinsulinémie, de l'hyperlipidémie, de l'hyperleptidémie, et tout ça va s'accompagner d'une inflammation de bas grade chronique, d'une lipotoxicité. Hein, tous ces acides gras qui circulent, c'est évidemment très mauvais. Ça fait une lipotoxicité qui va se traduire eh bien, en lésions et notamment au niveau de la fonction mitochondriale de l'ovocyte par le biais donc de cette lipotoxicité. Et puis cette lipotoxicité, elle va entraîner aussi un stress oxydant, donc une formation d'espèces réactives de l'oxygène, un stress oxydant qui va être un vrai stress au niveau mitochondrial également et favoriser d'ailleurs un stress aussi au niveau des ovocytes. Donc, le lien entre SOPK et insulinorésistance, bah, il est évident. Je l'ai dit même indépendamment de l'obésité. Et donc, cette insulinorésistance entraîne un hyperinsulinisme. Ça va augmenter les récepteurs à l'insuline sur les cellules ovariennes.
Donc, elles vont produire plus d'hormones, notamment de la DHEA, donc qui est un précurseur évidemment de la testostérone. On va observer aussi une diminution de la SHBG, qui est l'hormone de transport des hormones, le transporteur des hormones, et donc fatalement, ça va entraîner plus d'hormones sous forme libre. Or, c'est sous forme libre que les hormones vont être actives. Donc, si on a moins de transporteurs, eh bien, on aura plus d'hormones actives. Donc, on voit alors une augmentation de l'ALH, une baisse relative de la FSH, et donc on a tous ces symptômes d'hyperandrogénisme. Alors, on sait qu'il y a d'autres hormones qui sont impliquées. On voit, il y a des travaux qui montrent le potentiel rôle aussi des GLP-1. On en parle beaucoup, hein, de ces fameuses incrétines, mais aussi de l'adiponectine, qui est plutôt protectrice, puisque l'adiponectine, elle va plutôt limiter le risque d'insulinorésistance. Alors, au niveau des facteurs de risque, c'est clair qu'on a un rôle génétique et épigénétique, hein. On sait que les enfants prématurés, les enfants de petite taille, etc., à la naissance, eh bien, même si on ne connaît pas exactement les mécanismes, eh bien, ils ont un risque augmenté d'obésité. Donc, on sait que les petites filles dont la maman a souffert d'un SOPK ou souffre d'un SOPK, eh bien, ont aussi un taux supérieur de cette fameuse hormone AMH. Donc, l'insuline aussi est perturbée et les androgènes, comme on vient de le voir. Donc, on sait qu'il y a vraiment un lien avec la taille à la naissance, mais ça fait longtemps qu'on sait. David Barker disait déjà que les enfants de petite taille étaient à risque de maladies métaboliques dans les années 85. Hein. Donc, rien de neuf. Et donc, ici aussi, on observe un risque augmenté chez les enfants de petite taille pour l'âge gestationnel. Et donc, dans les facteurs de risque, sans surprise, on retrouve obésité, insulinorésistance, la puberté précoce, je l'ai dit, une prédisposition génétique à l'hyperinsulinisme, hein, qui va donc évidemment entraîner cette fameuse augmentation des androgènes et donc fatalement un risque augmenté de dysfonctionnement hormonal, surtout en post-puberté. Et comme tout ce que je viens d'expliquer, augmentation de la LH, baisse de la FSH et donc ce développement de SOPK qui va renforcer l'hyperandrogénie et le dysfonctionnement ovulatoire. Et tout ça aussi, donc obésité pendant l'enfance, tout ça, ce sont des facteurs de risque. Donc, en résumé, on voit petit poids de naissance, l'obésité pendant l'enfance, le fait d'avoir une prémature pubarche, comme on dit, donc vraiment d'avoir cette puberté précoce et aussi le fait d'avoir une maman qui en souffre, tout ça, ce sont des facteurs de risque qui sont présents. Et la bonne nouvelle, c'est que, eh bien, d'avoir une approche multidisciplinaire qui va combiner évidemment l'assiette, les compléments alimentaires et l'activité physique, eh bien, tout ça peut corriger ces facteurs de risque et donc diminuer le risque et limiter le risque comme on vient de le voir. Alors au niveau clinique, comment ça se passe? Chez ces patients, fatalement, l'hyperandrogénisme va se manifester par une pilosité très importante. Ça, c'est très clair, de l'acné. Alors, ce n'est pas une obligation, hein, mais c'est quand même assez fréquent. Donc, pilosité, acné. À l'échographie, on peut observer un volume ovarien supérieur, hein, c'est souvent le cas. Très souvent, il y a surpoids, il va y avoir anomalie du cycle évidemment aussi chez la femme. Donc on va vraiment voir que le cycle est perturbé. Et puis on a des marqueurs aussi en termes de biologie, on va voir ensemble, qui peuvent mettre sur la route, mais qui ne font pas partie, en tout cas, du diagnostic officiel. On va dire ça comme ça. Et donc, le fameux diagnostic officiel dont je vous parle, donc il y a des critères qui ont été établis, qu'on appelle les critères de Rotterdam. Et à partir du moment où la patiente a 2 des 3 critères de Rotterdam, eh bien,
elle va être diagnostiquée SOPK. Donc, tout ce qui est autour, en termes de biologie, etc., n'intervient pas. Ce sont des choses qui vont aider au diagnostic, mais qui ne font pas partie des critères fondamentaux. Donc, ces 3 critères, quels sont-elles? Une hyperandrogénie clinique, donc on l'a dit, hirsutisme, acné, etc., ou qui peut être aussi établie au niveau biologique. Une oligo ou anovulation, donc avec des cycles qui vont être ou raccourcis ou prolongés, des cycles anovulatoires. Donc voilà, on peut évidemment doser ça aussi dans le sang, hein. Et puis une morphologie ovarienne à l'échographie qui va être modifiée avec un ovaire qui va comporter plus de 12 follicules avec une taille bien précise. Enfin, tout ça, vous retrouvez dans la présentation. Mais donc, comme je le disais, il y a tous ces facteurs de risque et d'autres marqueurs qui, eux, vont vous conforter, j'ai envie de dire, dans votre diagnostic, mais qui ne font pas partie officiellement du diagnostic, comme le fait d'être en surpoids, obèse, de souffrir d'insulinorésistance ou d'acné kystique sévère ou ce genre de choses-là. Alors, en termes de marqueurs, justement, donc ce qui peut vous aider à confirmer un diagnostic, ça va être évidemment les taux hormonaux dont on a parlé, ça va être le rapport testostérone sur DHT, ça va être la présence d'une inflammation de bas grade, plutôt chronique évidemment, avec des marqueurs qui ne sont pas toujours faciles à trouver aujourd'hui en clinique, donc facile évidemment à doser CRP ultra sensible. Dès qu'on parle des interleukines, c'est des choses qu'on fait moins en pratique courante, bien entendu. Pareil pour le TNF-alpha. La leptine, alors la leptine, évidemment qu'elle est intéressante dans l'absolu, on la connaît pour son bon côté, j'ai envie de dire, puisque la leptine, elle coupe l'appétit, mais il faut bien comprendre que une leptine augmentée, fatalement, puisque c'est une adipokine, donc une hormone qui est fabriquée par le tissu adipeux, eh bien, elle marque un excès de tissu adipeux, et donc quand elle est augmentée, elle a plutôt des effets, c'est plutôt pas un bon signe, quoi, en gros. Donc la leptine augmentée, tout ce qui est évidemment marqueur de stress oxydant, puisqu'on a vu qu'il y avait une production augmentée d'espèces réactives de l'oxygène, donc glutathion, SOD qui vont être plutôt diminuées, donc nos défenses endogènes qui vont être diminuées. Et après, vous pouvez évidemment aussi rechercher des marqueurs de stress oxydant comme la 8-OHDG par exemple, que je n'ai pas mentionné ici, hein, mais voilà, c'est quelques exemples de marqueurs. J'aurais pu les mettre en premier ou en deuxième lieu. Évidemment qu'on va doser la glycémie, l'insuline, avec lesquelles on va pouvoir calculer le HOMA et le QT, ce qui commence à se faire en pratique courante. Ah, donc, je rappelle que je ne suis pas médecin, donc je ne prescris pas en soi les analyses. Donc, la plupart du temps, mes patients viennent avec leurs analyses. Et c'est vrai que très souvent, on a uniquement une glycémie, ce qui va être insuffisant malheureusement et qui ne me permet pas de calculer le HOMA et le QT. DHEA, évidemment en testostérone, on va toujours doser la totale, la libre, l'hormone de transport comme on a dit, SHBG et estradiol, et puis des choses plus classiques comme cholestérol, LDL, HDL, triglycérides qui font partie évidemment un petit peu du tableau, on va dire ça comme ça. Alors aujourd'hui, au niveau de la prise en charge, eh bien, on n'a pas de traitement absolu, j'ai envie de dire. Il y a la plupart du temps les médecins, donc il y a une forme de consensus pour donner la pilule, ok, pour voilà, essayer de corriger un petit peu ce déséquilibre hormonal. La metformine, bien connue aussi, pour notamment que l'on donne aux patients atteints d'insulinorésistance et de diabète, et de type 2 évidemment, et des anti-androgènes. Alors il y a des choses qui sont assez prometteuses, hein. Il y a un médicament notamment qui fait partie des thiazolidines médiones, c'est le nom de la molécule, et qui stimule les pipares gamma, ce qu'on peut faire aussi naturellement d'ailleurs avec la carnitine, de la vitamine E, du chrome, des oméga-3, de la curcumine, de la mélatonine. Donc c'est des choses que l'on peut induire aussi de façon naturelle.
Au niveau de la prise en charge, faire perdre du poids, ça semble évident, hein, c'est clair. Et pour ça, ça va passer, ça devrait passer, parce que sinon c'est quand même très compliqué, par le fait de redonner de la sensibilité à l'insuline. Pour rappel, l'insuline, c'est l'hormone de stockage. Donc fatalement, non seulement elle fait stocker la première bouchée que l'on mange, mais en plus elle empêche de déstocker. Donc elle a vraiment un effet très important sur le poids. Elle peut vraiment bloquer une perte de poids, même chez des patients qui disent faire des efforts, et ce qui est vrai d'ailleurs. Donc ça va passer par de l'activité physique, puisque l'on sait que cette activité physique, elle redonne de la sensibilité à l'insuline et qu'il est conseillé vraiment de bouger avant de manger, que ce soit l'endurance ou que ce soit la force. Dans les deux cas, on a un effet intéressant sur la sensibilité à l'insuline. L'alimentation, qui est évidemment clé, et une supplémentation qui est incontournable. Franchement, moi, je dis toujours, je suis la première à dire que l'assiette, elle joue un rôle central. Je continue de le dire, mais dans certains cas, on a vraiment intérêt à avoir recours à une supplémentation et l'insulinorésistance en fait partie. Donc, les conseils généraux basique, j'ai envie de dire, c'est vraiment de végétaliser son assiette avec une assiette beaucoup plus anti-inflammatoire, pleine de couleurs, d'antioxydants, de polyphénols, de prébiotiques, une alimentation qui soit alcalinisante. Donc, en gros, la diète méditerranéenne. J'ai dit le mot prébiotique. Pourquoi? Parce que le microbiote, on va le voir, va jouer évidemment un rôle aussi. D'ailleurs, il joue un rôle dans tout. Voilà, le microbiote aujourd'hui, c'est impossible de donner une formation sans en parler. Il est impliqué dans tous les problèmes de santé. Et bien sûr, l'environnement, je n'ai pas fait un gros focus là-dessus aujourd'hui, mais vous le savez, il existe plein de perturbateurs endocriniens qui vont très clairement contribuer à cette problématique et qui doivent être abordés avec nos patients. Donc, j'aimais beaucoup cette petite synthèse ici. On va en regarder plusieurs ensemble de façon un petit peu plus proche, j'ai envie de dire. Mais donc, on voit bien, c'est publié, on a des vraies améliorations avec une prise en charge qui considère donc l'alimentation et la supplémentation, des vitamines, des fibres, des polyphénols, l'inositol, on va en parler, le fait vraiment de réduire l'alimentation plutôt d'origine animale et une alimentation riche en graisse, notamment parce que ça module, pas dans le bon sens, vous l'aurez compris, le microbiote. Les oméga-3 qui jouent un rôle absolument majeur dans tout ce qui la santé de toute façon en général, mais encore plus dans l'insulinorésistance et dans le microbiote, puisque ce sont des modulateurs de microbiote et de perméabilité de l'intestin. Le fait d'éviter des manques, donc en gros d'avoir des apports suffisants en zinc, en magnésium, en sélénium, en chrome, de manger des glucides complexes, notamment pour le rapport en fibres, bien entendu, de ne pas trop exagérer sur la quantité des glucides, pas trop exagérer sur les graisses également, et de ne pas oublier aussi l'acide alpha-linolénique, puisque quand on parle d'oméga 3, on pense souvent aux poissons, mais l'acide alpha-linolénique est important aussi. Donc, si on part un petit peu, si on passe en revue les macronutriments, hein, l'assiette, on a évidemment les glucides. Alors, la qualité, c'est la priorité. On va évidemment tout faire pour maintenir une glycémie la plus basse possible et une insuline la plus basse possible. Donc, on va encourager une alimentation qui soit légèrement hypoglycidique, pas plus de 200 grammes de glucides par jour, hein, pas de pain, je parle bien de glucides. Alors, attention, très à la mode, diète cétogène, on pourrait se dire oui, ça marche, mais c'est tellement intenable dans le temps. Donc oui, ça va marcher à court terme, voilà, pourquoi pas, mais il y a dans la plupart des cas, les études montrent un retour à la normale à 2 ans, parce que c'est juste pas tenable dans le temps et surtout, une diète cétogène, eh bien, elle va malheureusement, à terme, appauvrir considérablement le microbiote et on sait qu'il est, bien sûr très important. Donc le microbiote, il est central, on va essayer de le moduler, avec des aliments riches en fibres, riches en prébiotiques. C'est pas exactement pareil, hein, fibres et prébiotiques, donc il y a des fibres qui ne sont pas des prébiotiques et des prébiotiques qui ne sont pas des fibres, et donc les 2 vont pouvoir vraiment moduler le microbiote
avec une amélioration de sa composition, de sa diversité, une production d'acides gras à chaîne courte, en particulier le butyrate, que l'on sait, que l'on connaît comme anti-inflammatoire au niveau de la muqueuse, qui va renforcer vraiment l'effet barrière, qui va jouer sur le pH, qui va diminuer le pH et donc limiter le développement de pathogènes. On va réguler sa glycémie aussi grâce aux fibres, aux polyphénols, parce que ça va diminuer la charge glycémique et que ça va permettre la production de toute une série de molécules, et notamment le GLP-1 d'ailleurs dans les incrétines, mais les polyphénols aussi interviennent dans la charge glycémique du repas. Et puis, on a des effets, on va le voir avec le myo-inositol, l'autre isomère aussi. Il y a plusieurs isomères de l'inositol, on va voir ça ensemble, avec des effets antidiabétiques bien documentés. J'ai indiqué quelques conseils pratiques pour réguler la glycémie, des choses que vous connaissez, je viens de vous en parler, mais pensez aux amidons résistants qui sont magnifiques, donc à bien conseiller aux patients de cuire leurs féculents la veille, de les manger froid le lendemain, voire un petit coup réchauffé, de terminer un repas par un thé vert, ça diminue la charge glycémique, on a parlé des polyphénols, la cannelle évidemment, magnifique cannelle, les oméga 3, enfin voilà, des choses qui sont aujourd'hui très clairement documentées, le pain au levain qu'on va encourager, et bien entendu, puisqu'on a dit qu'on allait jouer sur la qualité, pourquoi pas leur conseiller de manger plutôt des légumineuses comme féculents, donc le vinaigre évidemment, vinaigre de cidre, donc tout ça sont des choses je pense que, que vous connaissez et qui permettent aux patients de bien maintenir sa glycémie. Au niveau des lipides, on va éviter les excès. Alors attention, c'est vrai qu'on est rentré dans une ère un peu de dédiabolisation des graisses, on a un peu libéralisé tout ça, c'est très bien parce qu'on venait d'une période où le gras, c'était le monstre qui faisait grossir, qu'il fallait supprimer à tout prix. Évidemment, on ne supprime pas le gras, mais attention quand même à cette libération par rapport aux lipides. On met des huiles partout, des graines, et si c'est comme ça à tous les repas, et un avocat par-ci, puis des noix à 4 heures, on se retrouve très rapidement avec un excès de lipides. Alors c'est vrai que c'est surtout les graisses saturées, les graisses trans qui posent problème, c'est une réalité, hein, puisque ce sont aussi, donc ce sont des graisses qui vont avoir un effet direct au niveau métabolique, mais aussi sur le microbiote, et donc ils vont augmenter le risque d'insulinorésistance. Bien entendu, à l'inverse, on ne va surtout pas zapper les oméga 3, mais clairement, les oméga 3, les recommandations, c'est 2 grammes d'œufs pour l'acide alpha-linolénique et 500 mg à 1 gramme pour EPA-DHA. Ce n'est pas avec ça qu'on va faire des bourrelets. Donc, ces oméga 3-là, on va surtout, surtout bien les conserver, d'autant qu'ils sont bons, vraiment, comme je l'ai dit, pour tout, la muqueuse, le microbiote, l'insulinorésistance, le côté anti-inflammatoire. Donc, on en a absolument besoin. Et alors, petite précision importante, là aussi, il y a une forme de diabolisation des oméga 6. Je rappelle quand même que les recommandations, même si ce rapport n'y figure plus vraiment, mais l'idée, c'est quand même d'avoir un rapport 3 pour 1, 3 oméga 6 pour 1 oméga 3. Ça dit bien ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on a besoin de ces oméga 6 également. Et à force de les diaboliser, j'observe chez certains patients des taux d'oméga 6 nettement insuffisants. Et alors, clairement, l'acide arachidonique, le gras de la viande, tout ça, on peut s'en passer. Par contre, l'acide linoléique, eh bien non, on ne peut pas s'en passer. Donc, pas trop, certes, mais pas trop peu non plus. Et notamment parce qu'il permet la production par les bactéries lactiques d'un métabolite qui s'appelle le kéto-A et qui est très intéressant sur le métabolisme puisqu'il va augmenter la dépense énergétique. Donc, attention, pas tomber dans les pièges non plus avec les lipides. Et puis les protéines, globalement, on en mange trop. Ce n'est pas vrai pour tout le monde. C'est vraiment l'anamnèse avec le patient qui va vous permettre de faire le point. Donc, pas d'excès de protéines. Privilégier les protéines d'origine végétale. Donc, on a tout bon avec ça, évidemment, hein. On a des polyphénols, on a des fibres, on a un index glycémique qui est bas, on a des protéines. Ça coche toutes les cases. On va vraiment essayer de végétaliser l'assiette. Donc, il y a des fibres, pas beaucoup de graisses saturées,
pas beaucoup de graisse tout court, hein, de toute façon, donc du coup, fatalement, pas beaucoup d'oméga 6 dans ces protéines. Beaucoup de phytonutriments qui nous intéressent au plus haut point pour leur effet sur le microbiote et pour leur effet évidemment sur eh bien l'insulino-résistance, donc sur la sensibilité à l'insuline. Le soja, très intéressant, je vais vous en dire un petit mot maintenant. Donc, les isoflavones de soja sont assez présents quand même, les phytoœstrogènes, mais il n'y a pas que des phytoœstrogènes dans le soja, il y en a aussi dans les graines de lin, etc. Et bien entendu, les protéines végétales ont, ont un faible index glycémique. Je compare ça évidemment aux féculents classiques et pas à la viande. Évidemment, il y a aussi un faible index glycémique, mais ce que je veux dire, c'est qu'en donnant des protéines végétales, on ne va pas nécessairement avoir un problème sur la charge glycémique. On pourrait avoir un problème sur la quantité totale de glucides, donc je n'ai pas dit qu'on devait manger que ça, mais voilà, il faut quand même avoir ça en tête. Alors, un petit mot sur certains aliments qui ont clairement des effets intéressants, et notamment le soja, qui contient, vous le savez, des isoflavones. Eh bien, le soja, il est capable de moduler les androgènes. Il y a des études qui montrent qu'après 3 mois, on a une petite baisse de la testostérone. Et on n'oublie pas que le soja, il agit aussi comme prébiotique. Donc, on a un effet vraiment très intéressant. Les isoflavones de soja sont des formes de ligands hein, aux récepteurs aux œstrogènes et vont avoir des effets antioxydants, anti-inflammatoires. On sait qu'il y a à peu près, malheureusement, seulement 35-40% des femmes qui, grâce à la daidzéine, vont produire de l'équol. Donc l'équol qui est une des molécules très intéressantes, notamment par rapport aux bouffées de chaleur, etc. Mais donc au niveau de l'action hormonale. Mais malgré tout, les études semblent montrer que la consommation de soja profite à tout le monde, même aux femmes qui sont non productrices d'équol. Donc c'est quand même intéressant. Donc les femmes atteintes de SOPK ont intérêt aussi à mettre un petit peu de soja dans leur assiette. Le houblon, le thé vert, très intéressant, la réglisse aussi. Et puis tout ce qui contient des flavonoïdes et des composés phénoliques de manière générale, les graines de lin pour notamment leur lignane, eh bien tous ces aliments sont intéressants à mettre au menu de nos patients. Au niveau micronutrition, il y a plein de choses qu'on peut faire. Il y a la vitamine D. Alors la vitamine D, on sait aujourd'hui qu'elle est anti-inflammatoire, qu'elle est incontournable dans l'insulinorésistance. Il y a d'ailleurs des récepteurs à la vitamine D dans les cellules de la granulosa des ovaires, donc c'est vraiment qu'elle est utile à ça. Et la vitamine D, elle serait aussi impliquée justement dans l'hormone antimullérienne dont je vous ai parlé, donc la fameuse AMH. Donc vraiment, cette vitamine D, elle impacte la fonction ovarienne et elle réduit le risque de SOPK. Et d'ailleurs, on a souvent des femmes qui en manquent, comme beaucoup dans la population, mais encore plus dans cette population. Zinc et chrome, parce que ce sont des incontournables de la sensibilité à l'insuline. Le calcium, qui est un minéral évidemment impliqué dans la maturation des ovocytes et dans le développement folliculaire. Le sélénium pour son côté antioxydant, bien entendu, et il augmente la LH donc on a vraiment intérêt à avoir assez de sélénium et il a une activité insuline-like, comme on dit. Le magnésium qui va faire donc qu'on produit plus d'ATP, donc on brûle plus, c'est vraiment le minéral du métabolisme énergétique et il est impliqué aussi dans le métabolisme de l'insuline et puis les fameuses B9, B12, puisque comme dans beaucoup de choses, le fait de bien méthyler va être essentiel. On en a d'autres, et c'est d'autres nutriments qui font l'objet de publications. L'acide alpha-lipoïque, on le connaît pour ses effets chélateurs de métaux lourds comme antioxydant et
aussi pour son effet sur la glycémie. On le sait qu'il agit, il est neuroprotecteur en plus, donc ça, c'est très bien dans tout ce qui est neuropathie, si vraiment le patient est insulino-résistant depuis longtemps et n'a pas été pris en charge. Donc, mais ici, ce qui va nous importer, c'est vraiment son côté antioxydant et son effet sur la glycémie. La quercétine, un anti-inflammatoire, un polyphénol anti-inflammatoire magnifique qui fait baisser l'insulinorésistance et le SOPK, c'était montré chez le rat, mais aussi chez la femme. Le resveratrol, qui fait partie des stilbènes, donc aussi un antioxydant qui va réguler la stéroïdogénèse, qui a des effets métaboliques et qui est impliqué dans le développement folliculaire. La mélatonine, de toute façon, bien dormir, ça fait partie évidemment des choses importantes. La berbérine, je ne vous la présente plus. Fatalement, on sait que cette berbérine, elle va jouer non seulement sur le cholestérol, mais sur la glycémie. C'est un antifongique, c'est un modulateur de microbiote, donc ça fait partie vraiment des priorités. La scutellaire, l'inositol aussi. Vraiment un coup de cœur pour l'inositol parce que c'est vraiment ces molécules organiques qu'on retrouve dans les végétaux que le corps peut fabriquer. Il y a plusieurs isomères et on sait que dans le SOPK, eh bien, il y a un problème de production et donc il y a vraiment un lien avec l'insulinorésistance, donc très intéressant aussi à donner à ces patients. La N-acétylcystéine, bah, notamment pour faire du glutathion, bien sûr, hein, et augmenter les défenses antioxydantes, et la curcumine. Et puis, je terminerai cette présentation avec le lien avec le fameux microbiote. Hein, on le sait, donc il y a vraiment des liens qui ont été démontrés. On a des chercheurs qui ont montré que les femmes qui ont plus de Parabacteroides dystazonis, eh bien, elles vont plus facilement métaboliser les phytoœstrogènes de soja. Hein, c'est intéressant aussi pour les femmes au moment de la ménopause. Et donc, on a vraiment des profils. Hein, il y a vraiment un lien qui a été montré entre SOPK et dysbiose avec plus de bactéroïdèse, plus d'Escherichia, de Shigella, de Streptococcus et une baisse d'Akkermansia, Akkermansia mucinifila que vous connaissez, une baisse de Rhinococcacée. On a retrouvé également une baisse de Faecalibacterium prausnitzii, je ne l'ai pas indiqué ici, mais c'est une réalité. Et donc, on a une moindre diversité chez ces patientes, moins de bactéries productrices de butyrate, dont Faecalibacterium prausnitzii est évidemment une des stars. Donc, vraiment, ce microbiote, c'est un régulateur du métabolisme, de la testostérone, de la DHT et de plein de choses de toute façon, puisqu'on sait qu'on a aussi la charge en œstrogène qui est corrélée aussi à la composition du microbiote. Donc, on a un lien entre SOPK et cette capacité à produire de l'équol, et donc c'est sous la dépendance de ces fameux, comme je viens de vous le dire, Parabacteroides dystazonis et une autre souche. Donc aujourd'hui, on ne peut pas malheureusement faire beaucoup, ce n'est pas des souches auxquelles on a accès, on va dire, mais on peut faire en sorte que l'environnement du microbiote soit optimisé, et notamment, évidemment, en donnant des pré et des probiotiques. De manière générale, les bifidobactéries vont améliorer l'homéostasie du glucose et avoir un effet même sur le poids. Hein, c'est la masse grasse, c'est des choses qui ont été montrées. Vous avez dans la littérature des publications à propos des bienfaits de ce mélange VSL3 qui comporte justement 8 souches différentes, des bifidobactéries, des lactobacilles, qui donc de manière générale sont intéressantes. L'inuline, en tant que prébiotique, a montré aussi son efficacité justement pour développer les bifidobactéries, ce qui nous intéresse. Et on a aussi des publications sur l'intérêt des GOS, donc les galacto-oligosaccharides, qui vont diminuer les triglycérides hépatiques et donc avoir un effet intéressant en diminuant notamment cette circulation des acides gras libres, la synthèse des lipoprotéines de basse densité, notamment les VLDL. Donc, on a vraiment des effets qui ont montré des études qui ont montré des effets, une amélioration chez ces patients. Et je vous remercie, j'espère que je suis restée dans le Oui, thème. c'était très bien.
C'est très bien, c'était très clair. En tout cas, merci pour cette présentation. Et puis, vous pouvez reprendre la parole juste après pour les questions. Je vous laisse regarder un peu les questions qui ont pu être posées. Pour ma part, je vais refaire un petit récap très rapide sur les compléments alimentaires, parce que vous les avez déjà abordés. Mais au moins, vous aurez aussi au niveau de la présentation, comme on le fait en général, une présentation synthétique des actifs que vous pouvez recommander à vos patients et de leurs différents bienfaits. Donc, dans les essentiels dont on a parlé, il y avait déjà l'N-acétylcystéine pour son action antioxydante pour vraiment protéger les cellules en stimulant, comme on le disait, la production du glutathion. Grâce à cette action antioxydante, ça va également favoriser bien sûr la fertilité, parce que tous les antioxydants vont bien sûr être indispensables pour protéger notamment les ovules. Et on voit aussi au niveau des études qu'on a bien sûr des effets positifs sur la résistance à l'insuline. Aussi, on a une réduction des taux de LDL cholestérol. Sur les dosages, ça dépend toujours des études qu'on peut trouver, mais en général, les dosages recommandés vont commencer à 600 mg par jour. En ce qui concerne le deuxième vraiment antioxydant, l'acide alpha-lipoïque, beaucoup d'intérêt aussi par son action antioxydante pour la bonne production d'énergie. Elle va améliorer la sensibilité à l'insuline, participer au renouvellement des antioxydants, tout comme le NAC, que ce soit le glutathion, la vitamine C ou la vitamine E. Quand on cherche à supplémenter ces patients, il faut faire bien attention que ce soit bien la forme R qui est présente. C'est vraiment la forme qui va être assimilable par l'organisme. Et pour les dosages, on est entre 300 et 600 mg par jour sur l'acide alpha-lipoïque. Pour les vitamines, donc on a vu que la vitamine E était essentielle pour son pouvoir notamment antioxydant. Il y a des études qui indiquent aussi que la supplémentation en vitamine E va améliorer les paramètres métaboliques et hormonaux chez les femmes qui sont atteintes donc, du SOPK, tout ce qui est régulation hormonale, régulation des lipides plasmatiques et donc voilà, comme je disais, l'action antioxydante. La vitamine D, absolument essentielle, surtout au vu des carences, bien sûr, qui touchent plus de 80% de la population. Donc ça va être essentiel pour son action anti-inflammatoire au niveau du métabolisme et de la régulation hormonale. Et pour la supplémentation, bon, bien sûr, la forme D3, c'est la seule qu'il faut recommander à vos patients, la forme active. Et ensuite, sur les dosages, on est en général entre 1000 et 3000 UI. Et là, pour le coup, vous pouvez voir selon les biologies de vos patients quels sont les besoins et quel est le dosage le plus adapté. Dans les essentiels dont on a parlé, il y avait donc l'inositol, qu'on appelle aussi myo-inositol, le chrome et le zinc. Mais le myo-inositol, vraiment plusieurs choses. On voit que la supplémentation pourrait permettre de rétablir déjà un cycle régulier plus normal chez la femme, ce qui favorise bien sûr l'ovulation et par extension la grossesse chez les femmes atteintes d'un SOPK. L'inositol va aussi améliorer la sensibilité à l'insuline, diminuer donc les taux de sucre dans le sang et augmenter aussi, on voit au niveau des études que ça augmente les taux de HDL cholestérol, ce qu'on considère être le bon cholestérol. Donc il y a vraiment plein de bienfaits en lien avec le SOPK. Les recommandations sur les dosages vont varier entre 500 et 1200 mg. Donc voilà. Pour le chrome, on le répète plus, c'est au niveau de la régulation glycémique que ça va être essentiel, régulation des lipides plasmatiques aussi, de la même manière que le zinc, ça va être les triglycérides, les taux de cholestérol totaux et une augmentation du HDL cholestérol. Pour le zinc et pour le chrome, quand on cherche un complément alimentaire, on veillera bien sûr à la biodisponibilité des sels qui ont été choisis dans la formulation. Donc pour le chrome, souvent le picolinate de chrome est considéré comme la meilleure forme. Pour les dosages, on va pouvoir varier entre 30 et 200 microgrammes par jour. Et pour le zinc, concernant les formes donc à privilégier, ça va être le citrate ou le bisglycinate de zinc par exemple. Et vous pouvez aussi choisir des complexes, par exemple, qui vont utiliser différents sels, par exemple associer citrate, bisglycinate. Ils vont chacun utiliser des canaux différents pour être assimilés au niveau de l'organisme. Et donc, on va donc potentialiser cette assimilation de cette manière. Entre 10 à 20 mg par jour pour le zinc. Dans les acides gras essentiels, donc on a nos oméga 3, nos oméga 6, différentes sources, bien sûr, qui peuvent être sélectionnées. Si on choisit, par exemple, une huile de poisson, privilégier les petits poissons, comme l'huile d'anchois, par exemple.
Que ce soit pour l'huile de bourrache ou l'huile d'anchois, on va veiller à la stabilité. Donc, on va regarder si dans la formulation, on a des antioxydants qui vont prévenir le ranciment de l'huile, tout simplement. Et pour les oméga-3, on veillera bien surtout au dosage en EPA-DHA, surtout le DHA. Et pour ce qui est l'huile de bourrache ou l'huile d'onagre, par exemple, qui sont souvent recommandées pour l'équilibre hormonal, on privilégiera toujours les huiles de première pression à froid. Et en phyto, donc on a parlé de curcuma et de berbérine. Donc le curcuma en action qui est anti-inflammatoire, analgésique, on protège aussi les cellules du stress oxydant. Donc au niveau du choix des compléments alimentaires, toujours veiller à la biodisponibilité aussi. La curcumine est une molécule qui est très mal assimilée par l'organisme. Donc on a aujourd'hui des formes qui sont bio-optimisées, qui vont permettre d'être bien mieux assimilées, qui sont beaucoup plus biodisponibles par l'organisme. Donc privilégier ces formes-ci. On privilégiera aussi les extractions qui sont clean, c'est-à-dire qu'on n'a pas utilisé de solvants organiques pour extraire les molécules actives. Et les concentrations, bien sûr, en curcuminoïdes, c'est là qu'il faut garder. Entre 300 et 500 mg par jour selon les études. Et la berbérine, donc plutôt pour la glycémie et aussi le bon métabolisme des lipides. Ici, pour la berbérine, on regarde la concentration en berbérine sur l'extrait, l'extraction toujours, et la traçabilité, donc d'où provient cette berbérine. Alors, pour petit rappel, ce webinaire était proposé par Compliment Pro. Et donc, pour ceux qui ne connaissent pas encore, je voulais juste vous présenter une courte vidéo de la plateforme. C'est une plateforme sur laquelle vous pouvez faire des recommandations de compléments alimentaires à vos patients. Et donc, je vous présente un protocole en lien un petit peu avec l'équilibre hormonal. Donc, depuis la plateforme, vous avez bien sûr tout le catalogue produit qui est visible. Vous avez différents filtres par catégorie d'actifs, par marque, parce qu'on a différents laboratoires de présence sur la plateforme, ou par objectif de santé. Vous pouvez aussi bien sûr taper directement le nom d'un produit et regarder des fiches produits qui sont assez détaillées. Vous avez la formulation complète, les différents conseils d'utilisation pour le complément et bien sûr la traçabilité. Donc on est très transparent sur le sourcing de tous nos actifs. Ce sont des sections vraiment bien distinctes au niveau du catalogue. Donc de cette manière, vous allez pouvoir créer la cure, la recommandation pour votre patient en ajoutant un à un les produits. Donc, si on regarde dans le filtre équilibre hormonal, vous allez retrouver par exemple le B-complexe qui va contenir inositol, B9, B12. On a vu que tout ça, c'était essentiel. Vous pouvez scinder aussi la prise. Donc, si certains compléments sont à prendre plutôt le matin, vous l'indiquez ici. Et de même, s'il y a des compléments à prendre le soir. Et comme ça, votre patient reçoit deux choses distinctes. Le Systénac, c'est tout simplement le NAC dont on a parlé tout à l'heure. Il est à 600 mg par gélule. Donc, c'est vraiment un dosage adapté. Et le super gamma linominique, ce n'est autre que de l'huile de bourrache, de l'huile de nagre et de l'huile d'anchois. Donc, oméga 3, oméga 6, oméga 9. Vous pouvez ajouter des conseils d'utilisation sous le produit à chaque fois. Et ça, c'est imprimé sur un livret que va recevoir votre patient avec sa cure. Donc, tout ça, c'est vraiment personnalisé. Vous envoyez un petit message à votre patient. S'il y a des conseils en plus, vous pouvez joindre un fichier, que ce soit une fiche régime ou autre, et vous choisissez la durée que vous recommandez à votre patient. Donc vraiment, c'est une plateforme, mais je vais vous en dire deux mots de toute façon, qui est vraiment là pour simplifier pour vous le fait de faire une recommandation de complément alimentaire à vos patients. Et ensuite, pour vos patients, comme on va le voir, ça va permettre de simplifier la prise. En termes de nouveaux produits que vous retrouverez sur la plateforme en lien avec le SOPK et l'équilibre hormonal, donc on va avoir la vitamine E ainsi qu'un complexe vitamine E sélénium tout prochainement. Vous avez l'acide alpha-lipoïque, vous avez l'inositol, la berbérine et ce qu'on a déjà au niveau de la plateforme, c'est donc le N-acétylcystéine et le métabo qui contient de la berbérine et du chrome. Donc le catalogue, vraiment, il se développe de plus en plus. N'hésitez pas à nous faire des demandes aussi s'il y en a. Donc, quelques mots sur Compliment Pro. C'est une plateforme, comme je le disais, qui va être dédiée aux professionnels de la santé, qui a pour vocation tout simplement de vous aider à accompagner vos patients au mieux dans leur démarche de santé. Elle a été basée vraiment fondée sur deux objectifs, la plateforme, faciliter la prescription, comme on vient de le voir, et améliorer l'adhésion.
Et du coup, pourquoi en fait ces deux choses? La première, c'est qu'on remarque qu'aujourd'hui, il y a 50% des prescriptions que vous pouvez faire qui ne vont pas être achetées par le patient. Ça, c'est des chiffres qu'on récupère des différents laboratoires, tout simplement parce que c'est compliqué parfois pour le patient de s'y retrouver avec ces différentes fiches de prescription, que parfois aussi il ne sait pas forcément où se rendre pour faire son achat en pharmacie, en parapharmacie, sur Internet. Tout ça, ça rend vraiment l'expérience compliquée, ce qui fait que la prescription ne va pas être achetée. Donc, bien sûr, c'est dommage. Et nous, on solutionne cela parce que, comme on vient de le voir, quand vous créez la recommandation, il faut l'envoyer directement par mail à votre patient et lui, il passe commande directement depuis ce mail. Donc, au moins, on oublie un peu tous ces freins. La seconde chose, c'est que 50% des patients ne sont pas observants. Et ça, c'est un chiffre qui nous vient de l'OMS et qui est pour le coup assez alarmant et qui peut être expliqué par différents facteurs. Le premier, c'est que l'expérience de prix, si on peut appeler ça comme ça, n'est pas vraiment à jour parce que il y a plusieurs pots, il y a plein de pots qui traînent dans la cuisine pour le patient. C'est difficile de s'y retrouver, ça ne s'adapte pas à la vie en fait du patient, c'est pas des formats qui sont nomades. Et la seconde chose, c'est qu'il n'y a pas de suivi pour le patient. Donc si par exemple il perd sa fiche de recommandation, sa posologie, et qu'il ne sait pas forcément combien de il doit prendre par jour, etc., il est possible qu'il arrête de prendre son traitement. Et donc voilà, concrètement, Compliment Pro, c'est une manière, vraiment une nouvelle manière de recommander des compléments alimentaires. Et la proposition de valeur, elle repose sur ces trois choses. Un large choix de compléments alimentaires, des prescriptions qui sont simples et personnalisées, et un suivi adapté pour vos patients. Comme je le disais, comme on l'a vu au niveau des filtres, c'est une plateforme qui aujourd'hui est multimarque. Donc, on intègre différents laboratoires pour pouvoir avoir un catalogue qui est de plus en plus large et répondre bien sûr au mieux à vos besoins. C'est vraiment ça l'objectif premier. Donc, n'hésitez pas à nous partager s'il y a des laboratoires qualitatifs que vous recommandez souvent pour vos patients, pour voir si on peut essayer de les intégrer du coup sur notre plateforme. Pour le patient, qu'est-ce qu'il y gagne entre guillemets? C'est tout simplement une expérience assez unique en termes de prise de compléments alimentaires. Il reçoit chez lui une box comme ceci, donc c'est sa cure avec ses 30 sachets quotidiens. Dans chaque sachet de compléments alimentaires, donc un petit sachet comme ça, il y a les gélules que vous lui avez recommandées pour la journée. À côté de ça, il a aussi son petit livret, son fascicule qui va avec sa cure, qui lui explique quand est-ce qu'il faut prendre ses compléments. Tout ça, c'est renouvelable automatiquement si vous le souhaitez. Et c'est vraiment l'objectif, c'est d'améliorer l'observance. Donc aujourd'hui, la plateforme, elle est utilisée par un grand nombre de thérapeutes, que ce soit en France ou en Belgique. Aujourd'hui, elle est complètement gratuite aussi. On travaille vraiment main dans la main avec vous, avec les professionnels, pour que la plateforme puisse répondre au mieux à vos besoins et à ceux de vos patients, bien sûr. Donc voilà, si vous êtes intéressé, normalement, Léa devrait vous partager un lien dans le chat si vous souhaitez prendre un petit rendez-vous pour qu'on vous en parle un petit peu plus. C'est simplement faire un petit appel avec vous pour comprendre justement quels sont vos besoins et vous présenter les fonctionnalités. Donc, n'hésitez vraiment pas. Et la dernière chose avant de passer aux questions, c'est que je vous invite à vous inscrire à nos prochains événements. Donc, on va avoir déjà une série de webinaires présentés par Julien Scalzi qui viendra nous parler du microbiote intestinal en santé humaine. Donc, 2 webinaires. Et puis, un autre webinaire en collaboration avec BeLife le 6 décembre où on parlera de troubles ostéo-articulaires et des solutions, bien sûr, micronutritionnelles. On va pouvoir passer aux questions et aux réponses. Et comme j'ai dit, pas d'inquiétude, si on va déborder un petit peu plus sur le temps, il n'y a pas de souci, on vous enverra le replay. Alors, Véronique, est-ce que vous aviez pu sélectionner quelques questions éventuellement pour commencer? Oui, il y en a beaucoup. Je m'excuse déjà d'avance parce que c'est évident qu'on ne pourra pas répondre à toutes les questions. Donc, je vais essayer de répondre à quelques-unes. Allez-y. Je pensais que peut-être elles allaient apparaître. OK. Donc une question intéressante sur qu'est-ce que l'alimentation anti-inflammatoire exactement? Avez-vous des articles ou des livres? Bon, ça, il y en a, oui, comme ça, vous dire, bien sûr, dans la littérature, il y a énormément d'articles qui montrent les bienfaits de l'alimentation anti-inflammatoire. En grande ligne,
c'est clairement les oméga 3 en quantité suffisante, que ce soit par l'assiette ou sous forme de compléments. Après, les recommandations, elles visent 500 mg et il est parfois intéressant d'aller au-delà, ce qui répond déjà en partie à une autre question sur la nécessité de se supplémenter. Parce que j'ai parlé de l'assiette, mais elle est évidemment la base, mais ça ne veut pas dire que parfois on ne doit pas aller au-delà. Pour certains nutriments, notamment la vitamine D, mais il y en a d'autres, l'inositol, on a clairement intérêt à supplémenter aussi. Donc, en gros, l'alimentation anti-inflammatoire, c'est des oméga 3, c'est beaucoup, beaucoup de polyphénols. Donc, c'est vraiment les légumes, les fruits, le thé, le cacao, parce qu'on sait que toutes ces molécules vraiment vont avoir un effet anti-inflammatoire qui passe pour la plupart par le microbiote. Et c'est évidemment éviter tout ce qui est pro-inflammatoire, donc tout ce qui est alimentation industrielle, etc. Donc ça, c'est vraiment les grandes lignes. Mais voilà, on pourrait parler 3 heures de l'alimentation anti-inflammatoire. Donc c'est pas, malheureusement, c'est pas possible. J'en parle beaucoup dans mon dernier livre, si ça vous intéresse, ma Bible pour perdre du poids sans régime. Il y a tout un chapitre précis sur l'alimentation anti-inflammatoire. Alors, il y a beaucoup de questions sur le soja, beaucoup, beaucoup. Donc, le soja, quelles sont les quantités à proposer? En général, on conseille 1 mg d'isoflavone par kilo de poids de corps. Et on y est globalement assez vite. Voilà, c'est-à-dire que vous allez manger un peu de tofu et un yaourt soja, vous allez y être. Donc, globalement, ça, voilà, c'est assez facile. Et là, je suis désolée, ce n'est pas le but, mais je vous renvoie aussi au livre que j'ai coécrit avec le docteur Vincent Renaud, Hormones, arrêtez de vous gâcher la vie, où vous avez vraiment toutes les explications sur le soja. Soja qui est bien sûr décrié, mais il ne faut pas oublier que le soja, comme je l'ai dit, c'est un modulateur. C'est-à-dire que quelqu'un qui en manque va avoir un petit effet œstrogénique, ce qui est intéressant. Quelqu'un qui en aurait en excès, ça va plutôt moduler justement, puisque ces phytoœstrogènes de soja sont très, très, très largement moins actifs que les vrais œstrogènes. Et on n'oublie pas que le soja, je l'ai dit, il va également chez certaines femmes, 35 à 40%, permettre la production d'une molécule intéressante qui s'appelle l'équol. Et le soja, il agit comme un prébiotique sur notre microbiote. Donc, voilà, beaucoup de questions sur le soja. L'alimentation, en général, que ce soit tempeh, miso, du soja en flocons ou même des yaourts de soja, eh bien, peut suffire. Mais vous avez évidemment des compléments aussi de daidzein, voilà, de génistéine. En général, c'est les deux qui sont combinés. Donc, c'est aussi possible de cette manière-là. Alors, on me demande d'expliquer les 200 grammes de glucides par jour maximum. L'idée, c'est simplement, donc, imaginons quelqu'un qui a une assiette classique. On considère que normalement, il faut la moitié des calories, plus ou moins sous forme de glucides. Et donc, ça veut dire 1000 calories à peu près. Et donc, ça fait 250 grammes. Donc, ici, on est à 200, c'est juste un petit peu moins. C'est juste, l'idée, c'est de diminuer un petit peu la charge en glucides pour ne pas bien justement entraîner des libérations d'insuline et je vais dire favoriser encore plus l'hyperinsulinisme, tout simplement. Alors j'ai une question aussi, avant de donner des prébiotiques, ne faut-il pas vérifier que la flore intestinale est bonne? J'ai envie de dire non, parce que de toute façon, on a intérêt à manger. Alors, je ne sais pas très bien si l'objet de la question c'était, mais si on donne des prébiotiques et qu'après ça hyperfermente, certes, c'est toujours selon la tolérance du patient. C'est vrai que l'inuline, c'est une fibre, enfin, c'est un prébiotique hyper fermentescible, donc c'est sûr que ça peut être dérangeant. Donc de toute façon, on va augmenter très progressivement les quantités. Et il ne faut pas oublier que vous avez aussi dans l'assiette des prébiotiques qui fermentent très peu et qui ne vont pas provoquer de troubles digestifs et qui vont pourtant être très intéressants. Donc non, on ne va pas vérifier parce que d'abord, ce n'est pas simple de le vérifier, mais par contre, on va adapter les recommandations en fonction de la sensibilité du patient. Ça, c'est certain. Alors, dans les questions, il y avait aussi dans le SEPK, y a-t-il réellement des kystes au sens pur du terme? Non,
en réalité, ce n'est pas vraiment des kystes, c'est des follicules qui s'accumulent et qui donnent cette apparence de kyste. Ce ne sont pas véritablement des kystes. Que sont les PPAR gamma? Alors, les PPAR gamma, c'est des récepteurs, c'est des facteurs de transcription au niveau du noyau, au niveau nucléaire, qui sont très impliqués notamment dans l'obésité, dans la sensibilité à l'insuline. Donc voilà, c'est simplement des facteurs de transcription qui sont très intéressants. Alors, quid des durées? Une jeune femme de 20 ans ne peut pas se supplémenter éternellement. Certes, mais l'idée, c'est évidemment de faire en sorte d'améliorer sa situation, aussi par son mode de vie, aussi par l'assiette, et la combinaison de tout ça va faire qu'après, eh bien, ça va être sous contrôle. Donc, bien entendu, on ne va pas se supplémenter toute sa vie, mais en tout cas, tant qu'elle va en bénéficier, on va le faire. Et puis, il y avait encore une question sur alors la supplémentation, n'a d'intérêt que chez les personnes carencées. Quelles sont vos références bibliographiques? Essais cliniques validés supportant vos allégations. Alors je m'excuse, je ne pense pas avoir dit ça, mais si je l'ai dit, je m'en excuse, sûrement pas. La supplémentation n'a pas d'intérêt que chez les personnes carencées dans certains domaines, hein. D'abord, il y a des choses qui ne se dosent pas, d'accord? Donc supplémentation en berbérine, en inositol, ça a évidemment de l'intérêt sans qu'il y ait de déficit avéré. Pareil la vitamine D, pareil même le magnésium. C'est voilà, c'est vraiment, je ne suis pas du tout pour les mégadoses. Ce que j'ai voulu dire, c'est que la priorité, c'était l'assiette. Et que manger très très mal et après ça se supplémenter, ce n'est pas une stratégie qui me semble très intelligente. Tout simplement ça. Mais très clairement, il y a des nutriments pour lesquels il ne faut pas attendre d'être carencé avant de se supplémenter. Voilà, si ça peut vous rassurer et rendre les choses plus claires. Voilà, ça c'est les questions que j'avais Très relevées. bien, c'est très clair en tout cas. Voilà. Moi, j'en vois une passer. Curcuma ou curcumine, mais tout simplement, la curcumine, c'est la molécule active. Donc, curcuma, oui, c'est intéressant, mais plutôt se focaliser, on va dire, sur le dosage en curcumine dans le produit. C'est ça qui va être plus Voilà, intéressant. on va avoir un effet préventif avec le curcuma, mais si on veut un effet curatif, c'est vrai que ça va être plutôt la curcumine. Et je vois quelqu'un qui rebondit avec l'étude Suvimax, qui a démontré aucun bénéfice à long terme sur une supplémentation. Alors, c'est pas notamment en antioxydants, c'est en antioxydants. Suvimax, c'est antioxydant à la base. Après, il y a eu Suvimax 2 et toute une série d'autres, mais à la base, l'étude initiale Suvimax, ça ne ciblait vraiment en particulier les antioxydants. Et en effet, il n'y avait pas d'intérêt chez la femme, il y avait un intérêt chez l'homme. Et donc, ce qui montre bien, voilà, les compléments alimentaires, c'est jamais bien en mégadose. Parfois, on a besoin d'un petit peu plus, certes, mais les antioxydants, certainement pas, par contre. Donc, voilà, mais je parle de manière générale des compléments, mais vous avez tout à fait raison. Des antioxydants en excès, c'est certainement pas conseillé. Du coup, je regarde un petit peu pour faire 2-3 petites questions en plus. On avait une question par rapport à la mélatonine. Je ne sais pas si vous vouliez développer un petit peu pourquoi la mélatonine l'a recommandée en soi si le fuseau horaire n'est pas un problème. Donc, simplement, est-ce que peut-être vous pourriez éclaircir le rôle de la mélatonine peut-être dans le SOPK? Alors, tout simplement pour son effet antioxydant très puissant. Donc, c'est la littérature scientifique qui met ça en avant. Ça a été mis en avant aussi un intérêt dans le cancer du sein chez la femme, en prévention d'une récidive, avec parfois des quantités, pour le coup, vraiment importantes, hein, jusque 20 milligrammes. Et ici, dans la littérature, eh bien, il y a aussi un intérêt pour la mélatonine, puisque d'une part, on sait que le sommeil joue un rôle majeur sur l'insulino-résistance, ou en tout cas sur la sensibilité à l'insuline. Et ici, on a un effet attendu sur l'effet antioxydant. Et donc, on a bien montré que le stress oxydant va être un problème au niveau notamment mitochondrial, au niveau des ovocytes. Donc, c'est cet effet antioxydant ici qui est recherché. D'accord. Je ne sais pas si vous voulez rebondir. Il y a deux autres questions qui sont passées.
Une en lien Des avec la questions plus chrononutrition. personnelles, donc ça, c'est toujours un Ouais. petit peu, délicat. Je pense qu'on a vraiment passé, voilà, on a parlé du soja. Alors une question ici qui peut encore être intéressante: est-ce que les bactéries qui dégradent le soja peuvent augmenter lorsque l'on augmente sa consommation de soja? Alors la réponse est oui, mais ça prend un temps fou. Donc c'est pas évident. Sincèrement, c'est pas qu'on mange du soja 3 jours et oh, on a les bactéries, voilà. Donc mais par contre, j'ai bien dit que les publications semblent quand même montrer que même si on n'a pas le microbiote adéquat, pour utiliser, en tout cas pour transformer la daidzein, en équol, on a quand même un intérêt du soja. Donc voilà. OK. Donc Bah, globalement, je voilà. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. écoutez, c'est très bien. Merci beaucoup pour, déjà la présentation, très claire, et puis Avec pour plaisir. ce petit temps de questions-réponses. De toute façon, je le répète à nouveau, on vous envoie bien le replay à la fin de la présentation, ainsi que les slides. Je ne sais pas si vous vouliez finir, par un mot, Véronique, ou? Mais non, vous remercier parce que c'est un sujet, important, c'est un sujet qui touche beaucoup de femmes et surtout quelque chose qui est pas vraiment bien pris en charge et pour lequel, eh bien, justement, l'alimentation et la supplémentation, jouent un rôle vraiment, vraiment, très intéressant. Ouais, ouais, bah, ça, on l'a vu comme je le disais au départ, au nombre d'inscrits, on voit qu'il y a énormément de questionnements, sur cette problématique, sur l'équilibre hormonal en général. Et donc, beh, j'espère qu'on va pouvoir vous accueillir à nouveau pour un prochain webinaire, qui sait, prochainement. Ce serait avec plaisir, en tout cas, de notre Avec côté. plaisir. Merci à vous tous, d'avoir été présents aujourd'hui. Merci pour vos questions et du coup, on se donne rendez-vous très prochainement pour un autre webinaire. Très bel après-midi. Merci encore, Véronique. Avec plaisir. Au revoir à Au revoir. tous.